l'exploration spatiale faisait ses premiers pas, l'URSS et les États-Unis étaient concentrés sur les fusées. Les satellites étaient presque accessoires. Sputnik était un émetteur conçu pour faire savoir au monde qu'il était là. Le satellite américain Explorer 1 avait un détecteur de rayons cosmiques, mais seul un passage accidentel sur une orbite plus haute lui a permis de découvrir la ceinture de Van Allen. À l'évidence, il y avait beaucoup à apprendre sur la fabrication d'engins spatiaux. Bientôt, les ingénieurs ont conçu des sondes qui devaient fonctionner dans l'espace lointain pendant des années. Mais il faudrait des décennies avant que la technologie ne rattrape leur ambition. Quand le Jet Propulsion Laboratory du California Institute of Technology a été intégré à la NASA, nouvellement créé, on lui a confié de fabriquer et faire fonctionner des engins spatiaux robotisés. La priorité première de la NASA était la Lune, et le JPL s'est mis à concevoir une série d'engins spatiaux Ranger pour la photographier. Ce n'est qu'en 1964, après 6 échecs consécutifs, que Ranger 7 est parvenu à rapporter des photos de la surface de la Lune. Ça a été une expérience éprouvante pour la NASA et l'équipe du JPL. Mais les enseignements qu'ils en ont tirés ont donné aux ingénieurs une idée réaliste des conditions auxquelles leur machine devrait résister. Le Jet Propulsion Laboratory travaillait sur un nouvel engin spatial. La NASA était consciente qu'une nouvelle occasion de lancement vers Vénus aurait lieu en juillet-août 1962. Mais la nouvelle sonde spatiale Mariner ne serait pas prête à temps. Ils ont donc retravaillé les engins spatiaux Ranger pour cette mission interplanétaire. On les a appelés Mariner Air. Comme il devenait évident pour tout le monde que le matériel spatial était encore peu fiable, plusieurs essais vers Vénus seraient programmés. Les sondes Mariner 1 et 2 allaient être lancées vers Vénus avec la fusée à problème Atlas Agena. Certains trouvaient que ces missions étaient vouées à l'échec dès le départ. Mariner 1 a décollé en juillet 1962. Seulement 5 minutes plus tard, alors qu'elle déviait de sa trajectoire, elle a été détruite. Le problème venait d'une erreur de logiciel. Un mois plus tard, le lancement de Mariner 2 a réussi. La sonde spatiale, lors de son transit vers Vénus, devrait fonctionner de manière autonome dans l'espace lointain pendant au moins 100 jours. Elle a été conçue sans redondance. Une série de fonctions essentielles à la mission devait se dérouler parfaitement pour que ces observations de Vénus puissent se produire. Les données ne pouvaient pas être enregistrées par la sonde. Elles devaient être transmises sur Terre via le Deep Space Instrumentation Facility, l'ancêtre du Deep Space Network. Il est vite devenu évident que même si Mariner 2 fonctionnait, elle ne se comportait pas comme prévu. Le capteur terrestre était tout juste capable de voir la Terre. La qualité de ses données de sortie était si faible que si la sonde continuait vers Vénus, elle ne saurait plus où pointer. Et tout contact serait perdu. Après 35 jours dans l'espace, les données de sortie du capteur sont revenues à la normale. Même aujourd'hui, personne ne sait pourquoi. Ce n'est qu'un exemple des comportements inattendus de Mariner 2. Les ingénieurs spatiaux comprenaient que pour une mission à aussi longue portée, il faudrait effectuer des ajustements précis à la trajectoire de la sonde. La sonde spatiale possédait son propre moteur pour des corrections de mi-parcours.
Mais c'était encore le début pour une telle manœuvre. Et bien que la correction était assez juste, l'équipe du JPL était frustrée par les lacunes dans les données de télémesure envoyées par la sonde. En décembre 1962, alors que Mariner 2 approchait de Vénus, la sonde a rencontré des problèmes. L'un de ses panneaux solaires était tombé en panne. Plusieurs capteurs de télémesure ne répondaient plus et l'engin tout entier était en surchauffe. En survolant Vénus, Mariner 2 a analysé la planète pendant 42 minutes. Mais il n'avait pas de caméra et ne pouvait pas rapporter d'images. Il a découvert que Vénus tourne lentement, dans le sens opposé à celui des autres planètes. Son atmosphère est composée très majoritairement de dioxyde de carbone. Sa pression est très forte et les températures à la surface sont très élevées. Tous les instruments scientifiques avaient fonctionné comme prévu, transmettant les données à un débit modeste de 8 bits par seconde. Tout le pays a fêté ça. C'était la première fois que les États-Unis réussissaient quelque chose dans l'espace que l'URSS n'avait pas déjà fait. William Pickering, le directeur du JPL, a été honoré lors de la parade du Tournoi des Roses en Californie. 22 jours après Vénus, Mariner 2 s'est éteint. Mais au JPL, une nouvelle idée radicale prenait forme. L'étudiant en doctorat Gary Flandreau calculait les trajectoires des planètes externes quand il s'est rendu compte qu'une seule sonde lancée en 1977 pourrait atteindre Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en un vol de seulement 8 ans. Il a publié un article, mais l'idée a mis du temps à s'imposer. À ce moment-là, tout ce qu'on savait de Jupiter et Saturne venait de télescopes au sol, et la technologie de l'époque pouvait tout juste permettre d'envoyer une sonde vers Jupiter. Les astronomes avaient hâte de voir ça de plus près, et le programme Grand Tour était le moyen le plus rapide d'en apprendre davantage. Mais il coûterait cher. Des plans sont apparus pour un nouvel engin spatial Mariner, intégrant les dernières technologies des années 70, avec toutes les particularités techniques efficaces mises au point par le JPL. 4 de ces sondes, toutes lancées à des dates soigneusement choisies, visiteraient les planètes au-delà de l'orbite de Mars. But the time has also come for emphasis on developing better ways of managing what we have. Sous l'administration Nixon, l'accent s'était déplacé de la science de l'espace au business de l'espace. Une nouvelle navette spatiale réutilisable réduirait les coûts des lancements et donnerait à la NASA un monopole sur le marché de l'orbite terrestre basse. À cause de son prix en milliards, la NASA a annulé le programme Grand Tour. Les nouvelles missions scientifiques vers les planètes descendraient dans l'ordre des priorités, même si les projets existants continueraient. Début 1972, une bonne nouvelle est arrivée de Washington. Une version allégée du Grand Tour avait été approuvée. Désormais baptisée Mariner Jupiter-Saturne, une mission avec seulement 2 sondes visiterait Jupiter et Saturne, avec la possibilité qu'une d'entre elles continue plus loin. Les ingénieurs du JPL ont fait en sorte que les sondes soient capables d'une mission prolongée jusqu'à Saturne. En fin de compte, elles seraient appelées les sondes voyageurs. La sonde devrait fonctionner dans l'espace lointain pendant au moins 12 ans. Les sous-systèmes disposaient de sauvegardes redondantes qui pouvaient être activées en cas de défaillance du système principal. Comme elle s'éloignerait du Soleil, des panneaux solaires n'étaient pas envisageables. Les voyageurs étaient alimentés par la décomposition radioactive du plutonium-238. Mais est-ce qu'une sonde spatiale pourrait survivre aussi longtemps ? La presse a eu du mal à comprendre pourquoi, mais Voyager 2 a été lancé le premier. Sa trajectoire plus longue jusqu'à Jupiter lui permettrait de survoler toutes les planètes géantes gazeuses. Voyager 1, lancé 16 jours plus tard, atteindrait en fait Jupiter le premier.
Dès le lancement, des mécaniciens de bord surveillaient le comportement de Voyager 2. Même fermement fixée à son lanceur Titan 3, la sonde a commencé à basculer sur ses systèmes de sauvegarde. Alors que le propulseur d'appoint tournait sur lui-même, la sonde, sentant un dysfonctionnement, a basculé sur son gyroscope secondaire, puis son ordinateur secondaire. Le système de protection contre les pannes faisait ce pourquoi il avait été programmé, mais il n'aurait pas dû s'activer avant la séparation d'avec son lanceur. À brefs intervalles, le système de protection contre les pannes n'arrêtait pas de basculer sur les systèmes de sauvegarde. Les séparations d'étages ont eu lieu comme prévu, mais la sonde est restée désorientée. Au sol, on débattait des meilleures mesures à adopter. Une fois la phase de propulsion terminée, Voyager 2 a commencé à déplier ses mâts contenant la plateforme scientifique. Quand elle s'est séparée de l'étage supérieur, la sonde est partie à la dérive, incapable de trouver le Soleil et son étoile de référence, Canopus. Le personnel au sol a décidé de laisser Voyager 2 tranquille. Le système de protection contre les pannes qui avait pris le contrôle a fini par analyser ses options et la sonde s'est stabilisée. « 16 jours plus tard, sa jumelle Voyager 1 a été lancée. Cette fois-ci, il y a eu une fuite de carburant du lanceur Titan qui a réduit ses performances. Le Centaure du second étage a su compenser ce manque de vitesse en brûlant plus longtemps, envoyant Voyager 1 en bonne voie. Les moteurs ont fini par se couper alors qu'il ne restait que 3 secondes et demie de carburant. Les 2 sondes voyageurs étaient en route vers Jupiter, mais avant d'y arriver, presque 2 ans plus tard, il n'y aurait aucun profil public. La NASA commençait à comprendre ce qu'impliquait la fabrication d'un engin spatial fiable, une conception minutieuse et des tests rigoureux de tous les composants. Washington a remarqué que cela coûtait des milliards et les politiques étaient plus réticents à accepter les niveaux de dépenses effrénés des décennies précédentes. Dans l'espace lointain, entre Mars et Jupiter, les 2 sondes voyageurs avaient rencontré des problèmes. Sur Voyager 1, la plateforme d'observation chargée d'orienter les caméras de la sonde fonctionnait difficilement. Elle se coinçait parfois, menaçant sa capacité à capturer des images. Sur Voyager 2, le récepteur radio primaire était tombé en panne. Le système de protection contre les pannes avait basculé sur la sauvegarde. Mais cette unité n'était plus capable de suivre des changements subtils dans les fréquences radio. Le centre de contrôle de mission a compris les problèmes et appliqué des mesures correctives. La mission continuerait. En janvier 1979, Voyager 1 approchait de Jupiter. Son atmosphère était recouverte de tempêtes et de tourbillons complexes. Le monde était stupéfait par la beauté complexe de Jupiter. Seules les grandes antennes de 64 mètres pouvaient communiquer avec les voyageurs. Images et données pouvaient être transmises directement au centre de contrôle, mais lors des rencontres planétaires, les données s'accumulaient à un rythme si élevé que la plupart étaient stockées sur bande magnétique pour une transmission ultérieure. L'enregistreur à 8 pistes pouvait contenir seulement 64 mégaoctets de données. Un étrange panache au-dessus d'Io était en fait une éruption volcanique. Cette petite lune du système Jovien est le corps volcanique le plus actif du système solaire. Quelques mois plus tard, quand Voyager 2 a atteint Jupiter, elle a pu cibler d'autres zones. La lune glacée Europe
était recouverte d'étranges stries. Et les voyageurs ont découvert que Jupiter possédait des anneaux très ténus. Alors que les voyageurs quittaient Jupiter pour rejoindre Saturne, une nouvelle expression s'est popularisée. La mission Voyageur était maintenant qualifiée de programme phare. Il y avait maintenant un grand intérêt du public pour Voyageur. Pendant les 2 années suivantes, alors que les voyageurs continuaient leur périple vers Saturne, les chercheurs ont commencé à essayer de comprendre les montagnes de données fournies par les sondes. Dans les années 1980, comme le plus gros du budget de la NASA était consacré au programme de navette spatiale américaine, très peu de nouvelles missions planétaires ont été envisagées. Mais parmi les exceptions, il y avait le Jupiter orbiteur. Ce concept avait pris forme petit à petit depuis 1975. D'abord connu sous le nom de JOP, il a été renommé Galileo en 1977 et son lancement était prévu en 1982. L'importance croissante de la navette pour la NASA signifiait que les sondes comme Galileo seraient déployées depuis la soute de la navette, puis expédiées vers un étage supérieur, Centaure. Fin 1980, Voyageur 1 approchait de Saturne. Une fois de plus, les images étaient stupéfiantes. La complexité des anneaux était inattendue et Saturne émettait davantage d'énergie qu'elle n'en absorbait. Une autre cible importante de Voyageur 1 était le plus grand satellite naturel de Saturne, Titan. Il s'agit de la seule lune connue du système solaire à posséder une atmosphère dense. Cependant, elle est entourée d'une couche de nuages continus qui ne permet pas de distinguer la surface. Les instruments de la sonde ont suggéré qu'elle pourrait abriter des lacs de méthane liquide. Après Titan, Voyageur 1 a fait une boucle au-dessus du plan orbital des planètes. Elle n'atteindrait pas les autres planètes externes. En partant, elle a capturé une dernière image de Saturne. 9 mois plus tard, Voyageur 2 a atteint Saturne. Les planificateurs de la mission ont pu s'appuyer sur les observations préliminaires de Voyageur 1 afin que la seconde sonde puisse cibler étroitement des caractéristiques particulières. Au départ, les lunes de Saturne n'étaient que d'un vague intérêt, mais personne ne s'attendait à ce qu'elles soient aussi différentes les unes des autres. La minuscule lune, Encelade, est recouverte de glace propre. C'est l'astre le plus brillant du système solaire. Chacune des rencontres planétaires a attiré l'enthousiasme du public. Et l'équipe scientifique de Voyageurs a organisé des points de presse quotidiens diffusés en direct. Des images étaient distribuées sous la forme de photos, avec un bref descriptif collé à l'arrière. Le personnel du JPL travaillait de longues heures pour satisfaire aux exigences de la presse. Les responsables comprenaient que le soutien du public à la science planétaire facilitait le maintien du financement par les politiques. Cependant, la publicité générée par le programme Voyageur masquait l'absence de planification pour de futures missions planétaires. La sonde spatiale Galileo était presque terminée, mais en 1981, elle a été menacée. Ronald Reagan avait été élu président et il avait promis de réduire le déficit, baisser les impôts et augmenter les dépenses de défense. Le bureau de la gestion et du budget voulait arrêter le programme Galileo, trop coûteux. Mais il a été sauvé par le Pentagone. L'Air Force était intéressé par son fonctionnement autonome et ses composants électroniques durcis contre les rayonnements. Fin 1982, la navette spatiale avait terminé ses vols d'essai. Elle était maintenant en service. Comme l'étage supérieur Centaure avait un historique fiable en association avec les lanceurs Atlas et Titan, les politiques ne voyaient pas pourquoi ces bonnes performances ne continueraient pas si on l'utilisait à l'intérieur de la navette spatiale. La décision finale a donc été prise à Washington. La mission dans l'espace lointain serait lancée avec le Shuttle Centaure. Enfin, en 1985, Galileo a entamé la première étape de son périple vers Jupiter
à l'arrière d'un camion faisant route vers la base de lancement en Floride. Fin 1985, Voyager 2 a démarré son approche vers Uranus. Pendant sa phase de croisière, après avoir quitté Saturne, l'équipe d'imagerie avait réécrit le logiciel pour aider les caméras à fournir des images nettes. La lumière d'Uranus était si faible et la sonde se déplaçait si vite que Voyager 2 devait pivoter sa plateforme de caméra pendant les expositions longues de 15 secondes pour éviter un flou. Juste avant le lancement des sondes Voyager, on avait découvert un système d'anneaux autour d'Uranus. La planète posait un problème bien particulier. Son axe est horizontal. Au lieu de pôles nord et sud, elle possède un pôle est et un pôle ouest, et ses lunes gravitent du nord vers le sud. Cela signifiait qu'au survol le plus proche, les opportunités de photographier Uranus et chacune de ses lunes devaient être ramassées sur une période très brève. Même si la surface d'Uranus était lisse, ses lunes étaient diverses. La lune intérieure, Miranda, est apparue comme particulièrement accidentée. Alors qu'elle dépassait Uranus, Voyager 2 a regardé derrière elle, la planète qui s'éloignait. Le matin du 28 janvier, l'équipe scientifique des voyageurs s'était rassemblée pour voir les images et examiner les résultats, quand ils ont fait une pause pour observer le lancement de la navette spatiale Challenger. La catastrophe aurait des effets considérables sur la NASA et l'exploration planétaire. L'équipage de la navette a été retenu au sol plus de 2 ans, en attendant une enquête et une refonte de la technologie défaillante. Des fusées non réutilisables et plus modulables ont fait leur retour. Galileo a été renvoyé au Jet Propulsion Laboratory, où il est resté en stockage à grand prix. La réduction avait entraîné une explosion budgétaire pour la mission Galileo. Galileo a enfin été lancé depuis la navette en octobre 1989. À cause des retards de lancement, la sonde spatiale avait raté l'occasion de recevoir un coup de fouet gravitationnel de Mars. Le plan révisé emmènerait d'abord Galileo vers Vénus pour une assistance gravitationnelle. C'était loin d'être optimal. La sonde spatiale avait été conçue pour fonctionner dans les régions les plus froides du système solaire. Comme elle allait passer par un environnement chaud, les ingénieurs ont décidé de laisser l'antenne à gain élevée pliée jusqu'à ce que les températures soient plus basses. La phase suivante de son vol l'a ramené vers la Terre pour une nouvelle assistance gravitationnelle. Quand Galileo a examiné notre planète d'origine, il a trouvé une abondance d'oxygène et des indicateurs que la vie pourrait exister sur Terre. Il a aussi rapporté des données précieuses sur l'état du trou dans la couche d'ozone. Après avoir dépassé la Terre, les ingénieurs ont envoyé comme instruction de déployer l'antenne à gain élevé, mais elle était coincée. Pendant la croisière, les ingénieurs ont tenté de faire tourner, refroidir et réchauffer la sonde spatiale, mais sans succès. L'antenne était conçue pour s'ouvrir comme un parapluie, mais 3 baleines étaient coincées. Selon les ingénieurs, plus de 3 ans de stockage et 4 voyages en camion à travers les États-Unis avaient participé au mauvais fonctionnement. Sans l'antenne à gain élevé, le flux de données depuis Jupiter arriverait au débit très faible de 10 bits par seconde. Dans un geste sans précédent, un logiciel complètement nouveau a été développé pour permettre une meilleure compression des données. Mais il ne serait pas envoyé à Galileo avant qu'elle atteigne Jupiter. Les stations terriennes ont été mises à niveau pour s'adapter au signal plus faible. Cela mènerait le débit de transfert à 160 bits par seconde. Cela reste modeste, mais en stockant les données et les images sur l'enregistreur sur bande magnétique de bord, l'équipe scientifique était sûre de recevoir un flux d'informations significatif depuis Jupiter. Peu de temps après le lancement de Galileo,
Voyager 2 approchait de Neptune. Ce serait l'ultime rencontre planétaire de la sonde spatiale. Elle était dans l'espace lointain depuis 12 ans et montrait des signes de vieillissement. La géante de glace, aux confins du système solaire, possédait de fines bandes de nuages, et Voyager 2 y a enregistré les vitesses de vent les plus rapides de n'importe quelle planète. Sa teinte bleue provient du méthane présent dans son atmosphère. La dernière cible de Voyager était la plus grande lune de Neptune, Triton. Elle a surpris tout le monde par son terrain varié, avec très peu de cratères d'impact. L'activité géologique y est significative. Voyager a repéré un cryovolcan, un volcan de glace d'azote. Puis Voyager 2 a fait une boucle en dessous du plan orbital des planètes, en direction de Sirius. Aujourd'hui encore, après plus de 40 ans, elle transmet toujours des données sur l'environnement au-delà du système solaire. Les signaux mettent environ 18 heures pour atteindre la Terre. Tout au long des années 1980, c'était le programme Voyager qui avait gardé l'exploration planétaire sur le devant de la scène. Et de nouvelles missions planétaires étaient enfin planifiées. Cassini était une entreprise commune entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Cette sonde spatiale allait se placer en orbite autour de Saturne et comme Galileo, elle était équipée d'une autre sonde, Huygens, qui allait tenter d'atterrir sur la plus grande lune de Saturne, Titan. Une fois de plus, elle avait été critiquée politiquement pour son budget d'1 milliard de dollars. Mais comme l'Europe assumait une partie importante des coûts, le développement s'est relativement bien déroulé. Cassini serait un projet phare. À mesure de sa progression, un nouvel administrateur a pris en charge la NASA, Dan Goldin, appréciait les explorateurs planétaires, mais pas le coup de Cassini. Il l'appelait Battlestar Galactica. Mais c'était trop tard pour le changer. L'administration Goldin a également hérité d'un orbiteur martien qui était en développement depuis 1984. Finalement baptisé Mars Observer, il était adapté d'un concept pour orbiter autour de la Terre. Comme d'autres missions, il avait été retardé par la perte de la navette spatiale Challenger. Le retard avait tant fait gonfler son budget qu'il dépassait le milliard de dollars. Mars Observer a enfin été lancé en septembre 1992. Mais tout contact a été perdu avec la sonde spatiale, seulement quelques jours avant qu'elle n'entre dans l'orbite de Mars. Now, do you want to spend your remaining days in the space program? Lorsque Goldin a été nommé à la tête de la NASA, c'était sous la condition qu'il maîtrise ce qui était perçu par les responsables politiques comme une gestion dépensière et frileuse. Sa solution était plus rapide, mieux et moins cher. Un slogan et une stratégie qui encourageaient l'innovation et le risque, permettant certains échecs, tant qu'il y avait une réduction radicale des coûts d'émission et un rythme de lancement plus important. En raison de l'intérêt constant pour Mars, le Mars Exploration Programme a été créé en 1993. 2 engins spatiaux étaient en préparation pour la fenêtre de lancement en 1996. Un orbiteur appelé Mars Global Surveyor et Mars Pathfinder, équipé d'un atterrisseur et d'un rover. Tous deux avaient un budget qui représentait seulement une fraction de celui des missions précédentes. Fin 1995, Galileo approchait de Jupiter. Quelques mois plus tôt, la sonde avait lâché son module atmosphérique. Il resterait inerte pendant des mois, sans contact avec la Terre, jusqu'à ce que son horloge interne l'active quelques heures avant son arrivée. Les problèmes avec Galileo étaient fréquents. Quand une anomalie se présentait, la sonde spatiale basculait en mode sans échec, arrêtant toutes les fonctions sauf les plus vitales et contactant ensuite le sol. Galileo était conçu avec une partie rotative et une partie statique. Le contact électrique entre les parties était maintenu via des bagues collectrices et des balais, comme un moteur électrique. Près de Jupiter, l'environnement radioactif et l'abondance de poussière ont fait des dégâts au niveau des raccords rotatifs. Avant que Galileo ne ralentisse pour entrer dans l'orbite de Jupiter, il était prévu qu'il photographie Europe et Io,
puis qu'il enregistre les données transmises par le module alors qu'il pénétrait dans l'atmosphère de Jupiter. Mais un nouveau problème est survenu. Le moteur rembobinant la bande magnétique de l'enregistreur tournait dans le vide depuis 15 heures, avant que les ingénieurs ne s'en rendent compte. Quand un incident similaire a été provoqué sur un enregistreur identique au sol, la bande s'est cassée. Sans l'enregistreur, la mission échouerait. Même si la bande de Galileo n'avait pas cassé, son extrémité ne serait plus utilisée. On a donc renoncé aux photos des lunes Europe et Io parce que les données atmosphériques étaient trop importantes. L'entrée dans l'atmosphère jovienne s'est déroulée comme prévu, tout comme l'échantillonnage atmosphérique qui a suivi. Mais en raison du faible taux de transfert de données, il faudrait plusieurs semaines avant que l'équipe de Galileo ne puisse voir des données confirmant sa réussite. 1 heure après avoir reçu la dernière transmission du module, Galileo a démarré son moteur principal, lui permettant d'entrer dans une orbite très elliptique. C'était la toute première fois qu'un engin spatial entrait en orbite autour de Jupiter. Galileo a utilisé sa propulsion principale durant 49 minutes et lors de son survol le plus rapproché de Jupiter, il a reçu une dose de rayonnement proche de ses tolérances de fabrication. La moitié de la tolérance de rayonnement de la mission a été atteinte lors de cette première orbite. Les orbites hautes elliptiques ont permis à la sonde de se tenir à distance de Jupiter et de ses ceintures de radiation. C'est lors du premier survol que le nouveau logiciel a été uploadé sur Galileo. Ensuite, la sonde s'est mise à renvoyer les données du module qu'elle avait enregistré pendant sa descente dans l'atmosphère de Jupiter. L'atmosphère turbulente comporte des tempêtes au vent violent, dont les éclairs sont 1000 fois plus puissants que ceux sur Terre. De brèves poussées de moteur ont servi à ajuster le modèle orbital de Galileo et lui permettre d'observer les lunes de Jupiter. Durant presque 8 ans, la sonde spatiale a réalisé 35 orbites de la géante gazeuse. De retour au Jet Propulsion Laboratory, la première mission plus rapide, mieux et moins chère de la NASA prenait forme. Mars Pathfinder comportait un petit rover et une station météorologique. C'était essentiellement un démonstrateur technologique, avec seulement un très petit équipement scientifique. Pour la NASA, il allait être le porte-étendard de la nouvelle approche pour toutes les activités spatiales. Pathfinder utiliserait la technologie airbag pour atterrir en rebondissant sur la surface de Mars. Les ingénieurs confirmés du JPL ne voulaient pas entendre parler de cette mission. Alors c'était une cohorte de jeunes diplômés qui travaillaient sur le projet. Au même moment, une équipe différente du JPL préparait la sonde Cassini pour son périple vers Saturne. Cassini représentait des dizaines d'années d'expérience et tous les systèmes essentiels à la mission avaient des doubles à bord. L'enregistreur à bande magnétique problématique avait été remplacé par un enregistreur à semi-conducteur et l'antenne à haut gain avait été rendue fixe. Il a fallu 6 ans pour construire Cassini et son atterrisseur Titan baptisé Huygens, en ajoutant encore 10 ans pour le processus de conception. Mars Pathfinder n'a eu droit qu'à un petit budget et on a dit au concepteur de briser les codes. Les systèmes redondants ont été dégagés et les essais chronophages réduits au minimum. Il fallait qu'ils soient prêts pour la fenêtre de lancement en 1996, presque 1 an avant le lancement de Cassini. Quand c'était possible, les ingénieurs qui construisaient Pathfinder ont acheté des pièces prêtes à l'emploi pour réduire les coûts. Et ceux qui ne travaillaient pas sur le programme étaient très peu sûrs qu'il puisse fonctionner. 4 décembre 1996. Main engine start. 1-0 and liftoff of the Delta rocket with Mars Pathfinder. And the vehicle has cleared the tower. Cette mission avait beaucoup à accomplir et très peu de ses objectifs étaient scientifiques. Le Congrès n'était pas prêt à voir le budget de la NASA augmenter encore, mais Dan Goldin était convaincu
qu'en étant un peu inventive, l'agence pouvait en faire plus sans financement supplémentaire. Spacecraft now is about 7,500 kilometers above the surface of Mars. Le 4 juillet 1997, le Pathfinder se préparait à atterrir sur Mars et Dan Goldin se trouvait au centre de contrôle des opérations de la mission du JPL. The lander were pyrotechnically activated by guillotine-like cutters. La séquence complexe a commencé à se dérouler comme prévu. À chaque nouvelle étape réussie, la tension s'intensifiait. Les capteurs de l'atterrisseur ont enregistré 15 rebonds. Tout s'était passé comme prévu. Même si le Pathfinder n'est resté actif que plusieurs mois, il a accompli tous ses objectifs. Le tout nouvel Internet était inondé d'images de Mars, alors que le minuscule rover poursuivait son chemin à la surface de la planète rouge. L'équipe de jeunes chercheurs a commencé à baptiser les rochers près du site d'atterrissage d'après des personnages de dessins animés. Bien que certains à la NASA trouvaient que ces noms manquaient de sérieux, ils étaient conscients que la mission Pathfinder avait engendré un énorme soutien du public, particulièrement chez les jeunes, et la décision a été vite prise d'effectuer d'autres missions sur Mars. Plus rapide, mieux et moins cher, paraissait bien fonctionner. Mars Global Surveyor avait été lancé un mois avant Pathfinder, mais sa trajectoire vers Mars était plus lente. C'était aussi une sonde spatiale plus rapide, mieux et moins chère. Trois mois après Mars Pathfinder, le Global Surveyor a rejoint Mars. Il était censé être le premier à utiliser une nouvelle technique pour circulariser une orbite, l'aérofreinage. Afin de ralentir suffisamment pour entrer dans l'orbite de Mars, il fallait une poussée de moteur de 22 minutes. Cela l'a placé dans une orbite fortement excentrique autour de Mars. Comme sa mission était d'établir une carte détaillée de la surface de la planète, il devait se trouver en orbite circulaire. Traditionnellement, cela requiert davantage de carburant, ce qui pèse plus lourd et donc coûte plus cher. En descendant dans les couches supérieures de l'atmosphère à chaque passage au point bas de l'orbite, la traînée générée par l'atmosphère réduit la vitesse de l'engin et diminue par conséquent son altitude sans brûler plus de carburant. Il y a eu des problèmes avec un panneau solaire endommagé, mais ils ont été réglés et les images transmises par le Global Surveyor étaient les plus nettes jamais obtenues. La sonde spatiale a été exploitée avec succès pendant 10 ans. Encore un bon point pour plus rapide, mieux et moins cher. Fin 1997, Cassini a entamé son périple vers Saturne. L'équipe était convaincue que Cassini était la sonde spatiale la plus performante jamais lancée. Avec un coût final dépassant les 3 milliards de dollars, il fallait qu'elle le soit. Bien qu'il ait été lancé par une fusée Titan Centaure puissante, Cassini mettrait tout de même 7 ans pour rejoindre Saturne. En effet, il avait besoin d'assistance gravitationnelle de Vénus 2 fois et de la Terre 1 fois. Il a été lancé avec le strict minimum en termes de logiciel. L'équipe profiterait de la croisière interplanétaire pour écrire puis uploader le logiciel nécessaire pour la phase orbitale de la mission. Des tests de matériel approfondi réalisés pendant la croisière ont détecté un défaut de conception dans le récepteur radio Huygens qui resterait fixé à Cassini. À cause d'un mouvement relatif entre Cassini et Huygens, le récepteur radio s'est révélé incapable de récupérer les données au cours d'une simulation du décalage de fréquence par effet Doppler qui se produirait lors de la descente vers Titan.
Les responsables de la mission ont remédié au problème en modifiant la trajectoire prévue de façon à réduire la vitesse relative de la plateforme orbitale par rapport à la sonde en orbite, ce qui réduirait l'effet Doppler. Pour la fenêtre de lancement vers Mars de 1998, 2 autres sondes spatiales plus rapides, mieux et moins chères étaient prêtes pour leur périple vers la planète rouge. L'entreprise Lockheed Martin avait livré les 2 engins pour le prix d'un. 2, 1, main engine start and liftoff of the Delta rocket with Deep Space One. Mars Climate Orbiter a été lancé le premier, bientôt suivi par le Mars Polar Lander, qui était sur une trajectoire plus lente et arriverait sur Mars 2 mois après Mars Climate Orbiter. Durant la croisière vers Mars, le Climate Orbiter s'est avéré compliqué à manœuvrer. Son panneau solaire décentré faisait pivoter la sonde sous l'influence du vent solaire. Et des poussées de moteur quotidiennes ont été nécessaires pour le maintenir aligné. En outre, les corrections de trajectoire ne semblaient pas avoir l'effet escompté. L'équipe de navigation n'arrivait pas à comprendre pourquoi le Climate Orbiter n'était jamais là où il était censé se trouver. C'est devenu un enjeu crucial alors que la sonde approchait Mars. Des données entrantes ont suggéré qu'elle passerait beaucoup plus près de la surface que les ingénieurs ne l'avaient prévu. S'il entrait dans l'atmosphère, le Climate Orbiter brûlerait et s'écraserait. Selon la télémétrie, la brûlure d'insertion a eu lieu à l'horaire attendu, mais la sonde a disparu derrière Mars 49 secondes plus tôt que prévu. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Une enquête a révélé que Lockheed Martin travaillait en unité de mesure anglo-saxonne, livres, pieds et pouces, alors que le JPL communiquait en unité métrique. En raison de la taille limitée de l'équipe, plus rapide, mieux et moins chère, l'anomalie est passée inaperçue. Alors que le Polar Lander approchait de Mars, son équipe a revérifié tous les systèmes pour s'assurer qu'il ne serait pas perdu à cause d'une autre simple erreur. Il avait une mission plus complexe, atterrir près du pôle sud de Mars. Alors que l'entrée, la descente et l'atterrissage approchaient, le centre de contrôle de la mission au JPL s'est rempli. Même l'administrateur de la NASA, Dan Goldin, s'était rendu sur place. Le Polar Lander n'était pas équipé pour transmettre des données de télémétrie pendant l'entrée et l'atterrissage. Les contrôleurs au sol ont perdu le contact avec la sonde alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'atmosphère, et il n'a jamais été rétabli. Plusieurs théories ont circulé sur le sort du Mars Polar Lander, mais ce n'étaient que des spéculations. Une enquête a conduit à la fin de l'approche, plus rapide, mieux et moins chère pour l'exploration planétaire. Cependant, cette nouvelle philosophie avait changé la culture à la NASA. Le Mars Exploration Programme continuerait, mais avec davantage de rigueur et de budget. 2, 1, main engine start. Une version mise à niveau du Climate Orbiter, appelée Mars Odyssey, a réussi son entrée en orbite martienne en 2001. La sonde a dressé une carte de la distribution des minéraux et des éléments chimiques à la surface de Mars. Elle servira également de relais de télécommunication entre la Terre et les futurs engins se posant sur Mars. L'une des dernières initiatives de Dan Goldin a été d'approuver 2 rovers bien plus grands qui utiliseraient la même technique d'atterrir en rebondissant que le Pathfinder. Après un voyage de presque 7 ans, Cassini approchait de Saturne. Il s'est insinué dans l'espace théoriquement libre d'obstacles situé entre le mince anneau F et l'anneau G. Cette traversée s'est effectuée avec l'antenne parabolique pointée vers l'avant pour protéger le corps de Cassini d'éventuelles particules. L'entrée en orbite nécessitait une poussée de moteur importante. Comme il s'agissait d'une manœuvre essentielle à la mission, Cassini possédait un moteur auxiliaire et un circuit de carburant complexe qui permettait aux ingénieurs de contourner les composants défectueux.
Le propulseur principal s'est allumé exactement comme programmé. Comme l'antenne à haut gain ne pouvait pas pointer vers la Terre, le seul contact avec Cassini s'effectuait via le signal continu non modulé d'une antenne à faible gain. Des décalages Doppler dans le signal permettaient au centre de contrôle de comprendre exactement comment Cassini se comportait. Le moteur s'est coupé après les 96 minutes requises et Cassini est devenu le premier engin spatial à se placer en orbite autour de Saturne. Comme à l'accoutumée, la joie mêlée de soulagement a suivi. Très vite, un torrent d'images des anneaux de Saturne a déferlé. Ces photos avaient été prises par la sonde pendant son approche de la planète. Elles étaient stupéfiantes, prises avec des caméras à semi-conducteurs et rediffusées depuis un enregistreur à semi-conducteur. Cette technologie n'avait été auparavant utilisée que dans des satellites espions. Les corrections de trajectoire tardives dues au problème de récepteur radio Huygens ont repoussé d'1 mois la descente de la sonde vers Titan. Huygens est resté en mode dormant pendant les 21 jours qu'ont duré sa phase d'approche de Titan. Pendant sa descente de 2h30, la sonde a analysé l'atmosphère, mesuré la vitesse des vents et capturé des images nettes de la surface de cette lune. Après un atterrissage en douceur, elle a encore transmis des informations pendant 72 minutes avant de perdre contact avec Cassini. Avec une consommation de carburant minimale, les ingénieurs se sont servis de l'influence gravitationnelle de Saturne et de ses lunes principales pour permettre à Cassini de suivre une trajectoire complexe à travers le système saturnien. Quand des observations intéressantes avaient lieu, la trajectoire de la sonde était modifiée pour permettre de recueillir des informations plus précises. La Lune Encelade avait toujours été une cible d'intérêt. C'est l'astre le plus blanc et brillant du système solaire. Durant le deuxième survol d'Encelade par Cassini, le magnétomètre a relevé une déviation étrange qui suggérait que quelque chose émanait de la Lune. Lors d'un survol ultérieur, Cassini est passé à 25 km seulement au-dessus de la surface de la petite Lune. Il a traversé des panaches de vapeur d'eau riches en sel, avec des nanoparticules de silice. Cela n'a pu se former que par l'alliance d'eau chaude et de roches. Une analyse du champ gravitationnel a détecté la présence d'un océan sous la croûte glacée. Les flexions de marée dues à la gravité forte de Saturne entraînent le réchauffement du cœur de la minuscule Lune. De la vapeur d'eau s'échappe par des fissures près du pôle sud d'Encelade. Sur Terre, les cheminées volcaniques dans les océans profonds peuvent accueillir la vie. Et toutes les preuves provenant de Cassini suggèrent un mécanisme similaire dans les océans d'Encelade. Ces découvertes ont conduit la science à reconsidérer les idées sur les endroits où chercher la vie autour de nous. Pendant les 13 années que Cassini a passé en orbite dans le système saturnien, il a effectué 127 survols rapprochés de la Lune Titan. Huygens avait posé de nouvelles questions sur la seule lune du système solaire dotée d'une atmosphère épaisse. Cela a révélé que des rivières s'écoulent sur Titan et la cartographie radar effectuée par Cassini a montré des lacs de taille importante. Par contre, ce n'étaient pas des étendues d'eau, mais de méthane liquide. Les astrogéologues pensent que Titan ressemble à notre propre planète à ses tout débuts. Vers la fin de sa mission, alors que Cassini était presque à court de carburant, les planificateurs de la mission ont entamé ce qu'ils appelaient le grand final. Le vaisseau spatial est passé sur une orbite nord-sud qui, à son point le plus proche, traversait l'espace entre la planète et son anneau le plus interne.
Les principales lunes de Saturne étaient désormais considérées comme tellement immaculées et dignes d'une étude plus approfondie que Cassini, avec sa source d'énergie radioactive, serait délibérément écrasé sur la planète plutôt que de risquer un impact non programmé. La nouvelle orbite a révélé de nouvelles vues du système d'anneaux. Leur masse a été calculée et on a appris que, particule par particule, ils tombaient dans Saturne. La région polaire nord, avec son étrange motif nuageux, hexagonal, a été consignée en détail et à l'intérieur se trouvait un vortex polaire. On développe actuellement des théories pour tenter d'expliquer ces phénomènes. En septembre 2017, après presque 20 ans dans l'espace, la fin approchait. L'équipe de Cassini s'était rassemblée pour assister aux derniers instants d'une mission sans précédent. Avec Cassini, la technologie avait enfin répondu aux exigences des vols spatiaux de longue durée. Bien que des problèmes soient survenus, les sauvegardes ont permis aux responsables de la mission de maintenir le fonctionnement parfait de cette sonde spatiale très complexe. Cependant, même si l'ingénierie était remarquable, Cassini restait un outil scientifique qui a élargi les connaissances de l'humanité sur la physique et la chimie des planètes de manière surprenante. Depuis Cassini, la technologie n'a cessé d'évoluer, avec des attentes de plus en plus grandes pour la nouvelle génération d'engins spatiaux. Jusqu'à la fin, Cassini a continué à transmettre des données sur la haute atmosphère de Saturne, jusqu'à ce qu'il soit délibérément plongé dans l'atmosphère de la planète.